Salut Axel. Salut Laurent. Alors aujourd'hui, tu voulais nous parler du transfert. Voilà. Alors, beaucoup d'entre vous ont entendu ce mot-là, transfert. Et si vous regardez sur Internet, vous trouverez beaucoup d'éléments. Il y a des livres écrits là-dessus. Euh, D'abord, une définition simple de ce qu'est le transfert pour ceux qui en ont rarement entendu parler. C'est un mécanisme humain qui a lieu partout et pas uniquement en psychothérapie, et qui consiste à, on va dire, importer une relation ancienne dans le cadre d'une relation nouvelle, dans l'ici et maintenant. Exemple, importer ma relation avec ma mère, qui a eu lieu il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, dans la relation avec toi, ma compagne, avec toi, mon enseignante, avec toi, ma psychothérapeute. Et donc ça consiste à importer un mode relationnel pendant une durée variable. Ça peut être 3 secondes ou 10 ans. En général, avec sa compagne, c'est plutôt proche de 10 ans. Avec son psychothérapeute, c'est plutôt proche de 5 minutes. Mais ça peut être plus long que 5 minutes. Donc c'est un mécanisme important. Alors pourquoi j'ai eu envie d'en parler? Parce que beaucoup d'approches psychothérapiques contemporaines sont basées sur des techniques dans lesquelles l'autre est un objet au lieu d'être un sujet. Et il y a un sujet qui est l'accompagnant, le psychothérapeute, qui est censé agir sur l'objet qui est le client. Je dis exprès ce mot-là, ce n'est pas ce que je pense moi, hein, mais c'est dans ce sens-là que c'est vu. C'est-à-dire que ce n'est pas vécu comme une interaction co-constructive, mais comme c'est une vision médicale, on va dire, au sens simple du terme. Il y a un spécialiste, il y a un malade, il y a un médicament. Et certaines approches psychothérapiques ne diffèrent pas du modèle médical. C'est-à-dire que le médicament, au lieu d'être une pilule, eh bien, c'est une technique. Alors, exprès, je ne vais pas nommer de technique pour que personne ne se sente visé, mais c'est une technique dont le psychothérapeute est propriétaire, qu'il connaît et qu'il va appliquer dans le cadre de cet accompagnement vis-à-vis de quelqu'un qui ne sait pas et qui va parfois complaisamment demander à ce qu'on applique sur lui une technique abracadabra pour le soigner et le guérir. On n'est pas loin de la magie également. Or, ce dont s'aperçoivent en général beaucoup de psychothérapeutes rapidement, c'est que toutes les techniques ont leurs limites. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, et beaucoup se reconnaîtront, il y a un moment donné où le client va dire « ta technique ne me convient pas ». Alors, il va le dire de façon polie, variée. Il va décliner l'offre qui est proposée pour faire ceci pendant la séance ou entre les séances. Ou il va dire oui, mais il ne va pas le faire. Ou va trouver des arguments pour dire qu'il n'est pas d'accord, il ne comprend pas cette façon de parler en termes de parti, que ça ne lui convient pas, ou en termes autres. Bref, il va dire j'existe. En gros, il va dire j'existe et ta technique peut te la foutre où je pense. J'existe et nous sommes deux dans la pièce. Et le transfert, la réflexion sur le transfert, ça commence là. Ça commence autour de l'idée qu'il y a deux personnes dans la pièce
avec des interactions, et que la technique n'est qu'un support partiel de ce qui va avoir lieu. Et là, le client, en général, est extrêmement sensible à qui est l'autre, plus qu'à sa technique. C'est-à-dire que si le psychothérapeute a une excellente technique, mais que sa tronche ne revient pas au client, il ne va pas revenir. Par contre, si le psychothérapeute a une technique hésitante, mais que la relation est excellente pour des raisons diverses, la tête du thérapeute convient très bien au client, quelque chose passe bien, il va rester. C'est bizarre. Et c'est ça que je suis en train d'évoquer à travers l'histoire du transfert. C'est-à-dire que si les indices qui sont présents dans la pièce me permettent à moi, client, de projeter un voile au début de l'accompagnement, un voile positif sur ce qui se passe, eh bien, je vais continuer. Et à ce moment-là, je continuerai. Et à ce moment-là, ça me permettra un jour de dévoiler d'autres voiles plus sombres, parce que j'ai avec toi un lien suffisamment sécure pour pouvoir voir en toi mon persécuteur, mon meurtrier, mon abandonneur, etc. J'ai suffisamment de sécurité pour me permettre de voir en toi ce qu'à l'intérieur de moi, j'ai oublié de voir. Et là, évidemment, le psychothérapeute a besoin d'être formé pour ne pas être dupe que ce que le client est en train de vivre n'a aucun lien avec lui, thérapeute, mais un lien avec lui, client. Donc le transfert, c'est ça. Alors j'en parle de manière métaphorique et comment dire, un peu poétique, parce que sur le plan technique et théorique, vous trouverez tout ce que vous voulez sur les textes. Donc je ne vais pas vous abasourdir avec de la théorie pure et technique. Ça, il suffit d'aller dans un séminaire sur le transfert. Moi, j'en anime un par an, et d'autres aussi. Hein, voilà. Donc il suffit d'aller dans un séminaire, explorer ça de façon plus cadrée, théorique. Là, j'ai envie de vous faire rêver sur ce que signifie le transfert. Et donc, c'est très important d'observer et de connaître ce mécanisme parce que nous tous, accompagnants, nous devrons naviguer avec cette espèce de rêve que le client a sur nous ou de cauchemar que le client a sur nous. Et nous devrons apprendre à ne pas cauchemarder trop fort en même temps que le client, ni rêver trop fort en même temps que lui, et considérer que ce rêve et ce cauchemar sont précieux. Précieux pourquoi? Parce que nous devrons aider notre client à se réapproprier ce rêve et ce cauchemar, à le déployer, peut-être à le comprendre, à naviguer dans ce rêve et ce cauchemar, découvrir les rives de ces rêves et de ces cauchemars, accoster dans certains ports qui bordent les fleuves de ces cauchemars et de ces rêves, s'installer dans les bistrots de ces ports, parler avec les marins qui sont dans les ports de ces mers cauchemardesques, et accompagner le client dans ses voyages là où il les a vécus seul auparavant. Et là, on est parfois au-delà d'une technique quelconque. Alors, les techniques nous aident parce que un petit peu, on est censé savoir un peu naviguer parfois sur le Styx, c'est le fameux Styx, qui est le fleuve des enfers chez les Grecs. On est censé savoir naviguer un petit peu, savoir mettre une voile, voilà, manier
ce qui permet le gouvernail. On est censé savoir un petit peu faire ça. Mais on est surtout censé savoir à la fois résister aux vents violents et savoir les utiliser. Donc le transfert, c'est cette espèce de tourmente, de vent chaud, de vent glacé, qui nous emporte avec le client, parfois, mais que lui, qu'il laisse sortir de son être, cette espèce d'énergie qu'il laisse sortir de son être et qui construit un monde étrange dans lequel nous ne nous reconnaissons pas. La grande difficulté est de vouloir, ou soit d'être emporté dans la tornade chaude vers une espèce de nirvana merveilleux, soit de vouloir s'enfuir à toutes jambes en voyant arriver vers soi les Nazgûl, les fameux Nazgûl qu'on voit dans Le Seigneur des Anneaux, pour ceux qui ont vu ça, ces espèces d'êtres sombres, sans visage. Et justement, ils sont sans visage parce que derrière, il y a des visages inconnus, étranges. Et donc, il s'agit pour nous de résister à ça, parfois de se laisser volontairement emporter pour aller avec courage voir ce qu'il y a derrière tout ça. Et donc, naviguer avec le transfert, c'est naviguer avec tout ça. Voilà. Alors, tes premières sensations, réactions, Laurent, quand je parle du transfert de cette manière-là? Ce que je me dis, c'est que c'est quand même incroyablement précieux pour la relation entre le client et le thérapeute. Et ce qui me venait, c'est de me dire, mais est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose qui survient où d'un seul coup ce transfert tombe, s'arrête, en disant que le client prenne conscience, dire, ben non, finalement, en fait, c'est pas lui. Conscience ou inconsciemment. Est-ce que c'est possible ou une fois que c'est acquis ce transfert, il se joue ce qui se joue? Le client va d'autant plus prendre conscience des rêves qu'il amène dans l'espace de la relation, d'autant plus que le thérapeute acceptera de voyager avec lui. Parce qu'en général, ses rêves et ses cauchemars, il les a vécus seul. C'est ça le grand drame de nos clients. C'est que leurs rêves et leurs cauchemars, ils les ont vécus seuls. La persécution, l'abandon d'un enfant, l'enfant le vit seul. Et c'est ce qui fait son drame. Car s'il ne l'a pas vécu seul, ça veut dire, si on relit Cyrulnik, s'il l'a vécu dans un contexte de résilience, il l'aura intégré. Et il ne sera pas venu nous voir. Mais par contre, s'il l'a vécu seul, là, il a créé tout un univers. Et la grande différence en thérapie, c'est qu'il ne va pas le vivre seul. Et ça change complètement la donne. Complètement la donne. C'est un peu comme une soupe avec un peu de sel ou sans sel. Ça change complètement le goût de la soupe. Et pourtant, c'est la même soupe, on rajoute juste du sel. Un exhausteur de goût, et on sent mieux le goût de la carotte et du poireau, parce qu'il y a un petit peu de sel, qui est un exhausteur de goût. Et voilà. Et là, nous sommes des exhausteurs de goût, nous. On entre dans la soupe, et à ce moment-là, effectivement, ça va permettre au client en étant accompagné, de prendre conscience au fil du temps de ce qu'il est en train de vivre et de modifier surtout, de moduler, de réparer, de partager tout ce rêve ou ce cauchemar. Oui, pour répondre à ta question, donc oui. C'est le but d'ailleurs, c'est de permettre au client de classer son rêve dans les dossiers archivés. Ouais, Non pas de... Voilà. Tu vois là, Axel, j'imagine qu'il n'y a aucun thérapeute qui va dire non à une parole qui se donne, d'un point de vue verbal, je dirais. Donc, c'est pour revenir sur l'acceptation du voyage.
j'ai l'impression que c'est une acceptation profonde chez le thérapeute, en fait. C'est pas une acceptation superficielle d'écoute, de simple écoute verbale. L'acceptation est quelque chose justement de difficile. C'est pour ça que c'est important de prendre conscience qu'il y a des phénomènes de transfert. Un client qui dit à un thérapeute, vous êtes un salopard. Pour accepter ça, quand tu parles d'acceptation, ça suppose bien que le thérapeute ait une notion de ce qu'elle transfère. Car s'il n'en a aucune notion, il risque de prendre ça, ou une partie de lui risque de prendre ça pour argent comptant. Et de ne pas voir que le client est en train de lui proposer un cauchemar pour lequel il l'invite à voyager avec lui. Oui, et donc c'est là où ça peut s'arrêter. C'est que si je reste au niveau du salopard et que ça me fait réagir, C'est là c'est ça. fini. Là, il y a rupture de relation. Là. Le voyage s'arrête. Ouais. En tout cas, le voyage profond s'arrête. Parce qu'après, le couple thérapeute-client peut voyager sur les rives d'un voyage style Club Med, où là, bien sûr, tout est bien polissé, avec le jet ski, le petit repas au bar, derrière les barbelés, derrière lesquels se traînent comme ça des êtres affamés et de la souffrance à l'appel. Oui. Donc voilà une image que je voulais transmettre sur le transfert, et tout ça pour dire que à tous ceux qui écoutent, alors informez-vous sur le transfert, formez-vous sur le transfert, et vous comprendrez à quel point la technique n'est qu'un élément secondaire dans l'accompagnement, car la seule technique la plus profonde, c'est la relation. C'est que se passe-t-il entre toi et moi? Que veux-tu faire de moi? Que veux-tu me dire? Jusqu'où puis-je supporter ce que tu me dis? Qu'ai-je envie de ne pas entendre? Que n'ai-je pas envie d'entendre? Comment as-tu envie de me faire vivre tes propres souffrances? Jusqu'où suis-je prêt à les ressentir dans mon corps? Et voilà, c'est tout ça dont il s'agit dans le transfert. Peut-être une autre fois, je parlerai du contre-transfert, mais aujourd'hui, je voulais cibler sur cet espace qui est comme une espèce de grande cape que le matador client pose sur les yeux du taureau qui est en face de lui pour l'aveugler, et ensuite planter des banderilles de sa réalité personnelle dans le corps et dans le cœur du thérapeute, ou de ce qu'il croit être le thérapeute à ce moment-là. Je crois que j'ai, sur le côté cauchemardesque, effectivement, si le thérapeute, quelque part, refuse ou n'a pas les moyens de, je vois bien la chose. Par contre, sur l'autre versant, qui est, au contraire, aller encore plus avec le client dans quelque chose qui est peut-être plus joyeux, émotionnel, etc. Quels seraient les risques, en fait, pour toi? Les risques sont l'hypnose et des passages à l'acte amoureux. Alors l'hypnose, pourquoi? Parce que un thérapeute peut tout à fait être hypnotisé par les compliments de son client, par l'admiration de son client, et croire que son client parle de lui et lui parle à lui. Et donc ne pas être capable d'embarquer sur un navire qui est le navire de l'idéalisation. L'idéalisation qui est un magnifique protecteur de l'ombre. L'idéalisation, c'est un magnifique navire qui protège de l'ombre des profondeurs. Et donc, tout client a besoin aussi de se protéger de ses propres profondeurs.
Et l'ombre intérieure est difficile à accepter et à regarder. Donc, il y aura des parties dans le client qui vont mettre beaucoup d'énergie pour voilà, peindre sur ce mur de l'ombre des couleurs magnifiques. C'est un petit peu comme si on mettait des super peintures sur un mur qui est lézardé pour ne pas voir les lézardes. Alors c'est vrai que ça peut faire très beau et on peut l'admirer, mais pendant ce temps, que deviennent les lézardes? C'est le premier risque, c'est l'hypnose. Le deuxième, c'est plus loin, c'est que certaines parties du client, parfois, ont besoin de revivre des choses et aussi de contrôler l'univers extérieur. Parce qu'il faut savoir que quand il y a de la souffrance, il y a de la perte de contrôle. Et ça, c'est insupportable pour chacun d'entre nous. Donc, se mettre en place des systèmes de contrôle dont le but est effectivement d'empêcher la souffrance et de contrôler le monde extérieur, ce qui est complètement acceptable et compréhensible. Et donc le deuxième risque, c'est ça, c'est que ce navire s'embarque carrément vers des ports étranges, et notamment ça peut aller jusqu'à la relation amoureuse, pourquoi pas. C'est-à-dire un thérapeute peut tout à fait tomber amoureux de son client, qui le séduit de manière variée. Et à ce moment-là, on peut se douter qu'il a les mains et les pieds liés pour faire des choses telles que, tiens, et si nous allions quand même visiter le fond des cales là, pour voir ce qui s'y passe. Et ça peut aller donc à l'extrême, pourquoi pas, jusqu'à une relation, ça arrive, amoureuse, sexuelle, sensuelle, amicale, même sans aller jusque-là, hein, amicale, qui fait que quand on est ami avec quelqu'un, est-ce qu'on a le même pouvoir pour l'aider que quand on est un professionnel qui est payé pour aider quelqu'un? Sûrement que ce n'est pas la même chose. Donc voilà quelques risques sur l'autre versant, en fait. Oui, ça me fait penser à quelque part la solitude du thérapeute alors. Effectivement, de tenir et de rester dans un équilibre. Oui, 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 oui. C'est vrai, d'une certaine manière, il y a une forme de solitude. Il y a une solitude sur le plan du réel, on va dire, de l'implication réelle à l'extérieur. Et en même temps, quand on est dans la dynamique de la relation et de l'accompagnement dans la séance, je pense que à ce moment-là, il peut y avoir une très grande proximité de cœur à cœur, d'esprit à esprit. Parfois de corps à corps, dans la mesure où ce corps à corps est extrêmement clairement contrôlé par le thérapeute, qui sait où il va et qui n'est pas emporté par ce fameux navire de la relation amoureuse ou sensuelle. Parce que heureusement, il existe des thérapies corporelles où il y a du contact. Et pour autant, ce contact est limité, cadré, sert à quelque chose et sert au client. C'est surtout ça qui est important. C'est quand un client vient nous voir, il y a toujours cette question fondamentale quand même. En quoi ce que nous faisons ensemble sert au client, pas à moi, mais au client en priorité, puisque je suis là à son service pour lui, pour l'accompagner lui, l'aider lui à quitter ses ombres et pas pour que moi je quitte mes ombres et qu'il me serve de lui pour ça. Même si ça peut arriver, évidemment, occasionnellement, parce que il est clair que les relations qu'on a avec quelqu'un, y compris en tant que professionnel,
parfois nous ouvre des espaces à nous-mêmes. Hein. Mais c'est différent de découvrir des îles en se promenant avec son voilier que de volontairement aller nous-mêmes sur une île précise parce qu'on a envie de s'y reposer, alors que tout l'équipage a envie d'aller ailleurs. Donc oui, pour une forme de solitude sur un certain angle, et heureusement non, sur un autre angle, je dirais. Donc voilà pour une première aventure semi-poétique et imaginaire sur le thème du transfert.